Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de la semaine par le prisme des émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Avec nous, Marine Colombel, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre et vous allez nous aider à plus de discernement et de flexibilité mentale face à l'information. Vous êtes auteur du livre « Écoute tes émotions pour te libérer » aux éditions Marabout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premier fait d'actualité récurrent, et ce depuis évidemment plusieurs mois, la guerre en Ukraine, armes nucléaires, chantage. Quelles sont les options de Poutine pour mettre fin à la guerre, avec l'annexion de territoires ukrainiens, la mobilisation de centaines de milliers de Russes et la rhétorique souvent enflammée de Moscou? Aucun scénario de sortie de guerre en Ukraine ne semble vraiment à l'œuvre pour l'heure, dans les couloirs du Kremlin en tout cas. Dans ce contexte d'escalade, nombreux sont les pays, les États-Unis, la France en tête, à s'interroger sur les buts, les objectifs du président russe et la façon dont il souhaite mettre fin à la guerre. Marine Colombel, comme psychiatre, quelle est selon vous l'émotion collective qui est impactée ? Alors l'émotion qu'on voit quand même apparaître depuis le début de la crise en Ukraine, qui commence à dater pour les pauvres Ukrainiens, je dirais c'est vraiment pour moi la tristesse. La tristesse de voir un peuple qui souffre, mais un peuple qui souffre même des deux côtés, parce que finalement on sent une sorte de déchirure entre le peuple ukrainien et le peuple russe, qui sont quand même d'origine assez cousins, qui se mettent à se combattre, à s'entretuer, à déchirer les familles et vu de l'extérieur, on ne peut qu'être finalement dans l'empathie, de se projeter dans toute cette population qui souffre pour des raisons qui restent quand même assez nébuleuses, assez inconnues pour la majorité des gens. Tout ça pour la vision finalement d'un homme, Vladimir Poutine, et pour la création d'une vision qui lui est propre. On se dit quand même que c'est beaucoup de gâchis. Et ça provoque en moi, mais je pense en beaucoup de gens, des vraies questions sur la façon d'utiliser le pouvoir. Comment on peut laisser un pouvoir de détruire aux mains d'une seule personne, un pouvoir de faire finalement autant de douleur et de souffrance à un peuple entier à travers les mains d'une seule personne. Est-ce que le psychiatre que vous êtes se risquerait à un diagnostic de Poutine ou du président ukrainien, où c'est trop délicat? Je pense qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul. Je sais qu'il y a plusieurs diagnostics qui ont été tentés en analysant les comportements, les caractères, même les traits du visage. J'avais vu des analyses sur les traits du visage de Poutine. On n'est pas dans l'intimité de ces gens. On ne sait pas quelles sont leurs valeurs profondes, quelles sont leurs créations mentales profondes qui fait qu'ils sont arrivés dans cette situation-là. Par contre, on peut juger des actes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça veut dire qu'on ne sait jamais quelle est l'intentionnalité des gens. Par contre, on peut tout à fait juger des comportements et les conséquences. Et c'est à ça qu'il va falloir nous consacrer, c'est de juger aux conséquences de ces actes et des pensées, et non aux pensées elles-mêmes. Et si besoin, il y a des tribunaux internationaux qui seront appelés et qui sont eux légitimes et compétents si besoin dans les mois à venir. Ce que nous pouvons faire et ce qui est à notre portée, Marine Colombel, c'est de tenter de travailler sur nos croyances, de travailler sur nos perceptions du monde et de l'actualité et de gagner en agilité mentale. Et c'est ce que vous allez nous aider à faire en tournant la roue des émotions. Et cette roue des émotions, elle va nous emmener vers une émotion différente, livrée au hasard imprévisible de la vie, parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas. Ouais. Et réagir avec peur face à un conflit comme la guerre, c'est tout à fait légitime. La peur de la population directement qui vit la guerre. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant si on prend le peuple ukrainien, de l'adaptivité finalement aux mauvaises conditions. La peur, je pense que ça a vraiment été l'émotion qui les a guidés au début de la guerre, du changement brutal. C'était quand même des gens qui avaient un mode de vie comme vous et moi,
sans risque pour leur vie, ou en quelques jours, en quelques semaines, leur mode de vie a complètement changé. Ils ont risqué leur vie à tout moment. Donc la peur est apparue à ce moment-là. On arrive maintenant dans une transition où la peur, petit à petit, va disparaître parce qu'ils ont une sorte d'habituation à la guerre. Ils vont être dans un contexte de guerre qui fait que cette émotion va baisser et ils vont faire de la guerre une sorte de triste habitude, on va dire, dans laquelle ils vont vivre. Il faut tenir en compte que finalement, la résilience d'un peuple vient du fait de réussir à s'adapter et trouver du sens. Et je pense que c'est lorsque le sens va être là que la guerre pourra probablement trouver un aboutissement et peut-être une voie vers la paix. Est-ce que l'oppression des peuples ne se fait pas, vous qui êtes psychiatre et qui connaissez le fonctionnement psychique des personnes, donc probablement de l'humanité, par la peur? Opprimer les peuples, ça semble vieux comme le monde, de créer la peur peut-être que crée Vladimir Poutine en confondant l'Ukraine comme l'agresseur, celui qui possède outrageusement des territoires, et à l'inverse, peut-être aussi chez les Ukrainiens, une peur du dangereux russe, de l'envahisseur. Tout à fait. Cette peur qui est en train de s'inverser, cette actualité-là me fait vraiment écho avec une autre actualité. Je sais que vous vouliez en parler. Oui. C'est la même chose qui se joue. Le peuple qui souffre, l'oppresseur aussi en Iran, et peut-être une révolution en marche. Tout à fait. Donc je vais faire la transition parce que je pense qu'il se passe pour le peuple ukrainien à peu près la même chose que ce qui se passe pour le peuple iranien, pour le peuple perse. Longtemps, la population perse a été sous la peur des mollahs, sous la peur de cet ordre extrêmement rigide, extrêmement religieux, qui a empêché une grosse partie de la population, notamment la jeunesse, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre les postes qu'ils voulaient, de pouvoir s'affirmer dans leur identité, s'affirmer en tant qu'homme, s'affirmer en tant que femme, ce qui est encore plus difficile. Et on sent qu'il y a une bascule. Justement, on est comme un peu en Ukraine avec le peuple ukrainien. La peur a fait place à autre chose. Elle a fait place, pour moi, à une nouvelle émotion, plutôt de l'ordre de la colère, de la rébellion, qui fait qu'il y a un mouvement de masse qui est en train de se monter et qui est actuellement décrit par beaucoup d'Iraniens qui vivent en France comme une potentielle entrée dans une nouvelle forme de révolution qui serait cette fois-ci vraiment portée par le peuple et pour le peuple. Alors, sans aucune transition, revenons en France avec là aussi une forme de contestation, grève dans les raffineries d'essence. La CGT refuse de lever les blocages. La grève dans les raffineries se poursuit. À l'appel de la CGT de ce 12 octobre, le syndicat s'est entretenu avec Total Energy, n'entend pas donc lever les blocages. Les grévistes sont invités à permettre la reprise des livraisons de carburant à suivre. Marine Colombel, qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? Il y a une prise d'otage des grévistes sur la population, ou alors c'est un signal constructif aussi envoyé à la population? Quelle est l'émotion partagée? Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut savoir déjà que la pénurie est arrivée très très vite. Elle est arrivée là en moins d'une semaine. La première émotion que je vois dans mon entourage et dans l'entourage général, c'est plutôt la peur. La peur de ne pas mettre de l'essence dans sa voiture, ce qui est peut-être une peur fondamentale, mais qui est une peur qui a beaucoup de conséquences. Une peur au niveau du travail, au niveau des déplacements, bientôt au niveau des vacances peut-être. Il commence à y avoir une peur de ne pas pouvoir rejoindre par exemple sa famille. Et cette peur est très contagieuse et peut expliquer effectivement le fait que la pénurie se soit extrêmement accélérée au moment où les gens ont eu peur du manque, peur du déficit. Essayons d'observer cette contestation par le prisme d'une autre émotion, et vous allez tourner la roue, voir comment mieux comprendre, et peut-être y a-t-il de la joie à observer. C'est le risque de la route des émotions, de nous emmener sur des angles émotionnels qu'on n'observait pas, mais peut-être qu'il y a là-dedans aussi à apprendre du nouveau de soi, du nouveau de sa mobilité, du partage et du soutien à de la contestation, à des personnes qui parfois, on peut se dire, bon, pourtant ils ont du travail, ils sont bien en place, mais il y a de la solidarité, et ça c'est joyeux. Ouais. Il faut y voir vraiment ce qu'on appelle en psychologie, en psychiatrie, la résilience. Ça veut dire que les Français ont dû faire face à beaucoup de résilience depuis déjà le Covid. Ça veut dire qu'on les a mis face à des énormes stress, des changements de vie importants, et ils ont à chaque fois réussi à s'adapter. On est exactement dans la même situation. Et c'est grâce à ces mouvements d'adaptation,
trouver du covoiturage, être plus proche de ses collègues de travail, trouver peut-être d'autres modes de mobilité si c'est possible, que la joie peut ressortir de ces difficultés parce que finalement, cette difficulté va peut-être rapprocher les gens. Et dans ce rapprochement, la joie peut naître. Parce que de nouvelles relations, de nouveaux échanges, de nouveaux partages, et vous le disiez, dans des transports partagés, le covoiturage, par exemple, qui peut amener de la joie à être ensemble, et puis peut-être une certaine joie à prendre de la distance sur une dépendance à ce carburant magique, comme si c'était l'or de nos vies, de notre mobilité. Notre or noir, fameux. On est dans une situation d'entre-deux qui est assez difficile actuellement parce que on aimerait bien s'en passer, mais on ne peut pas s'en passer. On n'a pas encore le développement technologique suffisant. Mais par contre, la joie peut également venir de l'espoir que la technologie va continuer à augmenter, que l'humain va continuer à s'améliorer, que peut-être d'ici quelques années, on pourra enfin se passer de pétrole et ne plus être dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour la roue des émotions avec Marine Colombel, qui est psychiatre et qui nous aide à observer les faits marquants de l'actualité de cette semaine. Elle publie Écoute tes émotions pour te libérer aux éditions Marabout. Nous parlerons de la Fédération française de football et nous parlerons de cette marche emblématique de Mehdi qui part de Paris jusqu'à Alger. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Deuxième partie de la roue des émotions avec Marine Colombel, qui est psychiatre et qui publie Écoute tes émotions pour te libérer aux éditions Marabout. Nous observons les faits marquants de l'actualité de cette semaine. Coup d'œil du côté de la Fédération française de football. De nombreux témoignages mettent en cause le comportement de Noël Le Graët et le management de sa directrice générale. La FFF fait l'objet d'une mission d'audit commandée par le ministre des Sports. De nouveaux témoignages recueillis, soyons prudents, des femmes qui accusent Noël Le Graët de harcèlement, dénoncent l'attitude ambiguë également de sa directrice générale. Marine Colombel, comme psychiatre, avec quel discernement, quelle émotion vous observez cette actualité? Je dirais celle évidemment du dégoût. Surtout que c'est quand même une type d'actualité qui revient quand même régulièrement. Les questions de harcèlement des sportifs par leur coach ou par l'entourage, on en a déjà entendu parler depuis des années, que ça soit dans la gym, que ça soit dans le patinage artistique. Et on constate que finalement, on n'a pas tant avancé que ça sur la question. Et ce dégoût aussi de voir que on a encore du mal à voir en une sportive simplement une sportive. On y voit encore une femme considérée non comme une femme, mais comme un objet sexuel, comme un objet à laquelle on peut faire des avances, que l'on peut draguer. Draguer, je pense que c'est gentil parce que apparemment c'est pas tout à fait de cet ordre-là. C'est des choses beaucoup plus graves qui ont été décrites. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a encore du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, attitude ambiguë de la direction générale ou de la directrice générale? Ça, je ne connais... Est-ce que c'est la parole qui est difficile à qualifier, à poser sur le harcèlement et peut-être des comportements inadaptés, inappropriés, peut-être même des comportements sexuels sur les joueurs, les joueuses dans cet environnement du sport? J'y vois surtout un certain aveuglement. Il faut se rappeler que, surtout dans le sport, il y a quand même des données économiques qui sont très fortes et qui ont, pendant très très longtemps, été plus importantes que les considérations morales, que les considérations humaines et que même la considération des sportifs. Que ce soit les sportifs femmes, mais même les sportifs hommes. Lorsqu'on entend parler parfois des footballeurs, on a l'impression qu'il c'est plus des échanges au niveau, on dirait, des chevaux de course plutôt que des humains. Et ça, c'est assez effrayant. On se dit qu'il y a vraiment une marchandisation du sport qui est très inquiétante et qui s'éloigne de Pierre de Coubertin et de la vision initiale de ce que devrait être le sport dans l'épanouissement de chaque sportif et dans le fait qu'il se déplace. Tentons l'expérience de la flexibilité mentale. Nous étions dans le sport où il faut
bonne flexibilité corporelle, une forte musculation. C'est un peu pareil pour le cerveau. Permettez-moi l'image. Il faut une bonne flexibilité mentale, une bonne flexibilité du cerveau. Et pour cela, il faut le muscler, il faut l'exercer. Et c'est ce que nous faisons avec la roue des émotions chaque semaine sur Sud Radio. Et vous êtes sur la surprise. Qu'est-ce qui peut surprendre quand on est psychiatre et que l'on observe finalement parfois des discordance entre le corps et la santé mentale, et en particulier dans le sport? Alors, la surprise dans le sport, je dirais surtout, c'est souvent le manque de prise en compte justement de la santé mentale. Ça veut dire qu'on limite souvent le sport au corps du sportif et on oublie que ce qui commande le corps, c'est l'esprit. Et qu'une bonne santé mentale, c'est elle qui va conditionner également de bons résultats. Je suis un petit peu dure parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites ces derniers temps avec l'accompagnement en santé mentale des sportifs, mais il y a encore du chemin. Et il y a encore un certain tabou avec les sportifs de parler de la bonne santé mentale, des entraînements cognitifs et des supports comme des consultations avec les psychologues pour les accompagner quand même dans des sports qui sont difficiles et qui mettent en jeu des fois leur santé mentale. Autre actu, celle d'un jeune homme, Mehdi, qui marchait de Paris jusqu'à Alger et qui est arrivé chez son grand-père pour le dernier jour de sa marche. Une marche incroyable, celle de Mehdi. Le Parisien s'est en effet rendu en Algérie pour parcourir les derniers kilomètres qui le séparaient de la ligne d'arrivée après un périple de 5 mois, 157 jours de marche qui se termine par une douce étreinte avec son grand-père comme il l'avait imaginé. Il a rejoint Alger à pied, il a traversé beaucoup de pays et rejoint l'Afrique du Nord via la Tunisie en bateau. Comment vous réagissez sur le plan émotionnel et sur le plan de l'émotion collective de ce marcheur Mehdi qui va de Paris à l'Algérie? Alors là, je pense qu'évidemment, je serai sur l'émotion de la joie du dépassement, parce qu'il a fait un sacré effort physique sur lui-même. Il a dû dépasser probablement la douleur, la souffrance, les difficultés peut-être physiques, mais également morales, de ce qu'implique 157 jours de marche consécutifs. On se rapproche vraiment des exploits des grands sportifs qu'on nommait juste dans l'actualité d'avant. Et le fait d'arriver dans ce surpassement, d'arriver à sortir le meilleur de soi-même, est un énorme vecteur de joie pour lui et pour les autres, et aussi à qui il va servir d'exemple, évidemment. Alors on pourrait y voir aussi quelque chose qui touche à une émotion qui est celle de la surprise. Comme si l'histoire, quelque part, reprenait œuvre, reprenait marche, et d'une façon un peu paradoxale. Cette fois-ci, c'est comme si c'était de Paris que marchait vers l'Algérie, si la réconciliation était toujours à l'œuvre. Et c'est très surprenant que ce soit dans ce sens-là. En tout cas, ça m'a impacté. Lorsqu'on construit un pont, c'est pour que le pont lie des deux côtés les pays. Et je pense que c'est un pont qui a été construit depuis longtemps dans une histoire assez difficile au début, qui reste encore difficile. On le voit encore avec les déplacements de M. Macron il y a quelques mois en Algérie. Mais le pont existe. Et il faut l'utiliser, et l'utiliser à bon escient. Ça veut dire qu'on est dans deux cultures qui quand même sont extrêmement intriquées. La culture algérienne et française, depuis 50 ans, se co-construit. Pour rappel, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ça veut dire quelque chose de notre société. Et je trouve que le symbole est beau de montrer effectivement que la Méditerranée se passe dans les deux sens, et que finalement, il y a une vraie union, je pense, entre les deux pays, qu'il va falloir de toute façon continuer à construire, et construire avec peut-être plus de sérénité qu'on en a actuellement. Poursuivons l'effort. On a vu qu'il fallait marcher pour parcourir les ponts dans les deux sens, pour qu'il y ait une vraie union des peuples, et qu'il fallait pour cela des bons mollets. Il faut aussi des cerveaux bien faits et qui peuvent aller d'une émotion à l'autre. Ouais. Et là, vous arrivez sur une émotion délicate. La tristesse. La tristesse. Et je reviendrai bien sur justement cette histoire avec l'Algérie, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une histoire qui a été douloureuse. Ça a été, que ça soit du côté de la colonisation ou ensuite de la guerre d'Algérie, on a beaucoup parlé de mouvement de peuple, dans un sens puis dans l'autre, qui a été extrêmement marqué par la déchirure entre les peuples, la déchirure qui fait mal, la déchirure qui rend triste. Des deux côtés de la Méditerranée, il y a eu des familles qui se sont brisées,
Et j'en avais parlé du coup avec des pieds noirs qui étaient revenus. Ils disaient, nous, le plus dur, c'est qu'on a laissé nos morts là-bas. Et on n'a pas pu les revoir, on n'a pas pu revoir nos morts. Je pense que c'est vraiment une phrase qui m'a profondément marquée dans mon existence en me disant, oui, il y a eu cette déchirure qui est là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste sur cette déchirure, sur ce sentiment de tristesse, ou est-ce qu'on décide de vivre au présent et de réécrire une nouvelle histoire dans laquelle ce sentiment de tristesse serait moins fort et pourrait être remplacé par une émotion comme la joie? Une déchirure musculaire, ça se soigne. On va voir son médecin et s'il est besoin, on va voir un kinésithérapeute. Une déchirure psychique, parce que par exemple, on n'a pas pu enterrer ses morts, on n'a pas pu les rapatrier et que l'on a été blessé, ça se soigne. Et on va voir le psychiatre. Et s'il faut, on ira voir le psychologue pour aller mieux et harmoniser son état émotionnel. Est-ce que cela vous semble risqué de dire qu'il faut prendre en charge aussi ces fractures psychiques? Je suis psychiatre, donc évidemment non. Dès qu'on a une question, une souffrance, je pense de toute façon il faut consulter. Si donc, on a un doute, le parallèle oui. Des mots, fracture psychique, fracture physique, ça ne vous gêne pas? Bien sûr que non. Souvent, je compare les maladies psychiques à un os qui se brise. Un os, il faut du temps pour le consolider. Il faut déjà des soins. Il va falloir qu'on mette un plâtre pour le calmer, donner des médicaments, et il y aura une réparation. Les maladies psychiatriques sont exactement du même ordre. Mais ça ne peut pas se faire seul. Des fois, on aura besoin d'un plâtre. Donc, je ne sais pas si c'est une belle métaphore pour le psychiatre ou le psychologue. Mais en tout cas, on peut aider dans le soin. On peut aider justement à reconstruire cette unité psychique sereinement. Marine Colombel, un chiffre va vous intéresser. Lundi 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Le sondage Opinionway Psychodon est publié et les salariés français ont attribué la note de 7,5 sur 10 à leur santé mentale. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est pas mal et c'est mieux que ce que je ne pensais, bien que je pense qu'il y ait quelques disparités en fonction des entreprises et du travail. Ce qui est encourageant, c'est que je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience des salariés, surtout de leur propre santé mentale, et une envie d'aller se faire aider s'ils en ont besoin. Et c'est vraiment ça que je souhaiterais retenir de cette information. Cette semaine, c'est la sortie au cinéma du biopic de Simone Veil. Ce biopic fait débat parmi la presse et parmi les chroniqueurs. À vous de vous faire une opinion. En tout cas, évidemment, Simone Veil reste une figure emblématique, un modèle pour les femmes. Un modèle pour toute la société, pas que pour les femmes. Un modèle d'humanité, tout à fait. Donc prenez le risque de l'émotion au cinéma ce week-end. Et de le vivre et de l'accompagner dans ses combats qu'elle a menés tout au long de sa vie. Oui, avec beaucoup d'émotions, puisque la roue des émotions, nous allons beaucoup observer les émotions. Et dans ce film, vraiment décrit peut-être d'une manière trop cinématographique pour certains, on va de cette magistrate qui amène le soin dans les prisons, qui fait voter la loi sur l'avortement, jusqu'à des prises de position pour le sida, et qui devient la première femme présidente du Parlement européen. Quelle exemplarité pour les femmes, il fallait le signaler. Je pense que Madame Veil n'avait pas vraiment le choix. Ça veut dire qu'elle est née avec une destinée tragique. Si elle voulait s'en sortir, il fallait qu'elle transforme cette destinée tragique en une destinée grandiose qu'elle puisse apporter à tout le monde. Et elle a bien fait. Tourner la roue des émotions pour changer d'angle et de registre émotionnel. Marine Colombel, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. À la semaine prochaine. Faites tourner la roue de vos émotions. Au revoir. Merci. Sud Radio, la roue des émotions. 13h30, 14h. Didier Meyran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.